En ce mercredi 24 septembre, on démystifie le virus du papillon humain avec Dr. Andréane Pinault-Reid. On revient sur l'intervention policière ayant mené à la mort d'un adolescent à Longueuil. On parle d'un incendie ayant ravagé un immeuble à logement de Châteauguay. Et on fait le point sur le report du règlement concernant les piscines résidentielles. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Depuis le début de l'année, certaines données ont été publiées sur le cancer du col de l'utérus qui peuvent être inquiétantes. Pour la première fois depuis 1984, l'incidence de ce cancer chez la femme a augmenté de 3,7 % par année entre 2015 et 2019. Et on observe aussi une montée des décès liés à ce cancer, en particulier chez les 35-44 ans. Pour discuter de ce sujet et du virus du papillome humain qui y est directement lié, on reçoit la gynécologue obstétricienne Dr. Andréane Pinault-Reid. Bienvenue. Bonjour. Hey, merci de m'accueillir. Bien, merci. En fait, on va commencer par la base. Dans nos recherches, on a été étonnés d'apprendre qu'environ 75 % des personnes sexuellement actives contracteront au moins une infection par le VPH à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, première question, qu'est-ce que le VPH? Comment ça marche? Je trouve ça parfait de commencer avec cette question parce que c'est la base. Bon, le virus du papillon humain, qu'on appelle le VPH et non le VIH, parce que parfois, il y en a qui peuvent mélanger. Donc, le VPH, le virus du papillon humain, sachez que c'est la maladie transmissible sexuellement la plus commune, OK? Puis, il y a certaines choses qui ne sont pas encore expliquées parce que des fois, on dépiste le virus papillon humain, puis le monde dit « Ah, mais c'est une maladie transmissible sexuellement, ça veut dire que mon ou ma partenaire est allé voir ailleurs. » Non, tu sais, ça, on va pouvoir en parler plus tard. Donc, le virus papillon humain, c'est un virus, puis il en existe au-dessus de 100 types, OK? Il y a des types du VPH qui sont, qu'on appelle bas grade, donc qui sont non précurseurs d'un cancer. Et on a les virus du papillon humain haut grade, qui, eux autres, sont plus dangereux, qui peuvent causer des cancers, et pas un seul cancer. On a parlé du cancer du col de l'utérus, où que le virus du papillon humain est à 99 % responsable du cancer du col de l'utérus. Mais on a également le cancer de la vulve, le cancer du vagin, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge et aussi le cancer du pénis chez l'homme. Pour revenir au fait que 75 % des personnes vont l'avoir au moins dans leur vie, c'est vrai. En fait, là, même qu'on pourrait se rapprocher de 80 %. Donc, les personnes vont au moins le contracter une fois dans leur vie, le virus papillon humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'attrape une fois, qu'on ne va plus l'avoir du tout après. Puis, on peut l'avoir une fois, le garder en dormance dans notre corps ou notre système immunitaire, si on en a un bon, peut nous en débarrasser. Mais comment se protéger, ça, on va pouvoir aussi... Là, mais est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que quand j'ai le virus papillon humain, là, donc, concernant les lésions précancéreuses, le cancer du col de l'utérus, la majorité du temps, c'est asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun symptôme. OK. Si on se rappelle bien, il y a des bas grades et des hauts grades. OK? Donc, les bas grades du virus papillon humain sont responsables des fameux condylomes, les fameuses verrues génitales là, qu'on peut retrouver là, au niveau de la vulve, du vagin, du pénis, autour de l'anus. Donc, ça, oui, on le remarque symptomatique. Puis, on peut également retrouver des condylomes dans la gorge. Donc, on en a. Donc, les otorhinolaryngologistes et spécialistes de la sphère comme orale, là, ils en voient également. Mais des fois, quand c'est vraiment plus avancé, on peut avoir des saignements après une relation sexuelle. Mais tout saignement après une relation sexuelle ne veut pas dire qu'on a une lésion du col ou qu'on a un précancer ou un cancer là, du col de l'utérus. Donc, mais la majorité du temps, on n'a aucun symptôme. Puis comment ça se transmet donc juste pendant la relation sexuelle? Oui, en effet. Tu sais, je veux dire, quand on a l'acte de relation sexuelle, ça peut se transmettre qu'avec ou sans pénétration. Donc, tout contact avec muqueuse génitale peut transmettre le virus. Donc, on se dit, bien, ça explique la raison pourquoi on peut en retrouver au niveau de la gorge lors des relations sexuelles orales. On peut en trouver également là, au niveau de l'anus. Puis, tu sais, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque relation sexuelle, on le transmet et ça. Puis, c'est sûr qu'on recommande une des manières de prévention, le condom. Mais comparativement à d'autres maladies transmissibles sexuellement, le condom ne protège pas à 100 % du virus papillon humain. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de d'autres moyens de prévention autres que le condom pour prévenir le virus papillon humain. Exactement. Okay.
Est-ce que les personnes sexuellement actives avec plusieurs partenaires ont plus de risques de le contracter ou avec un partenaire? En fait, c'est une très bonne question. En effet, oui. OK? Donc, plus on a de partenaires, bien, plus on a de risques de contracter le virus papillon-humain. Donc, parfois, dans mes cliniques, j'ai une patiente qui me dit, mais comment j'ai pu l'attraper? J'ai eu un seul partenaire. Oui, mais votre partenaire, lui, combien qu'il y en a eu de partenaires avant? Donc, tu sais, ça se transmet d'une personne à l'autre. Donc, c'est sûr que les personnes qui vont avoir plusieurs partenaires sexuels dans une seule année est plus à risque de... Tu sais, puisque son exposition est plus augmentée. Autre que les nombreux partenaires sexuels, c'est quoi les autres risques? Le fumer. On sait que le tabac diminue le système immunitaire. Donc, nous, quand on fait notre revue des facteurs de risque liés au virus papillon-humain, bien, le nombre de partenaires sexuels, actuellement, êtes-vous actif sexuellement avec un homme, avec une femme? Est-ce que vous avez un seul partenaire? Sinon, tu sais, combien vous n'avez actuellement? Ensuite de ça, est-ce que vous fumez? Oui ou non? Vapoteuse aussi, tu sais, souvent on oublie, bien, non, je ne fume pas, mais est-ce que vous vapotez? Okay. Oui. Les personnes qui ont déjà eu des maladies transmissibles sexuellement aussi. Les personnes qui ont un système immunitaire diminué. Donc, on parle là, de personnes qui prennent des médicaments là, qui diminuent leur système immunitaire ou, tu sais, exemple, antécédent de greffe d'organes. Les personnes qui ont le VIH aussi sont plus à risque. Puis ça va revenir plus tard quand je vais vous parler de la fréquence de dépistage, mais celles qui ont un système immunitaire diminué, le dépistage va être plus fréquent que ceux qu'on appelle immunocompétents. OK. Donc, pour en revenir aux partenaires, si on a un partenaire le même depuis plusieurs années, exemple, depuis 10 ans, on peut l'attraper quand même, mais on est moins à risque. Ça peut se développer, mais c'est que... En fait, là, le dépistage du virus papillon-humain, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a. Si on va par rapport au dépistage, longtemps, très, très longtemps, c'est le fameux test de Papa Nicolas-Ou ou le TET-PAS qu'on utilisait. Donc, il ne dépistait pas le virus papillon-humain. Il dépistait des cellules là, atypiques ou anormales qui pouvaient être liées au virus papillon-humain. Depuis quelques années, bien, aussitôt qu'on avait un test anormal, bien, on pouvait dépister le virus papillon-humain. Donc, là, on savait est-ce que la personne a le virus papillon-humain ou pas. Ça se pouvait que même si la patiente était avec un partenaire stable depuis 10 ans qui sont monogames, puis là, elle dit, là, je sais pas, moi, après 10 ans de relation, on fait le test VPH et on le trouve positif. Elle dit, bien là, mon conjoint, il est allé voir ailleurs, c'est ça. Mais peut-être qu'elle l'avait en elle depuis plusieurs années, puis que là, bien, on a fait le test, puis on l'a trouvé. Okay. Donc, moi, je rassure toujours mes patientes que si on dépiste le virus papillon-humain, je ne veux pas briser des couples. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre sont allés ailleurs. C'est vraiment qu'on ne peut pas expliquer est-ce qu'il était en dormance dans mon corps, puis là, mon système immunitaire a diminué, puis là, ça leur fait ressortir. Tu sais, il y a un côté qu'on ne peut pas expliquer. Je vais vous dire une bonne nouvelle que depuis le mois de mai 2025, depuis, je pense, le 12 mai, en Montérégie-Ouest, le Pap-test, qui était le dépistage primaire du dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est fait à une fréquence de 2 à 3 ans si les résultats étaient normaux, a été remplacé par le dépistage du virus papillon-humain. Pourquoi qu'on est rendu au dépistage par le virus papillon-humain? C'est que le Pap-test, le TEP-PAS, il était fiable à 55 OK, quand même. Tandis que le dépistage primaire par le virus papillon-humain est fiable à 95 Donc, c'est pour ça que chez les jeunes filles de moins de 30 ans, donc de 21 à 29 ans, on faisait le dépistage aux 2 ans. Et chez les 30 ans et plus jusqu'à 65 ans, on faisait le dépistage aux 3 ans. Mais maintenant, depuis qu'on a le dépistage primaire par VPH, le dépistage commence maintenant à 25 ans, puis je vais vous expliquer la raison pour laquelle maintenant on le commence à 25 ans. Jusqu'à 65 ans, et ça va être aux 5 ans. OK. Donc, vu qu'il est plus fiable, bien, on a besoin de le faire moins souvent. Pour ça, puis c'est pas parce qu'on a un nouveau partenaire qu'on doit le faire plus fréquemment. Donc, c'est pas, exemple, comme un dépistage de chlamydia ou gonorrhée ou que, là, tu sais, premièrement, on le sait, si ça revient positif, bien, on sait qu'il s'est passé quelque chose d'extra-conjugal et ça. Mais le test VPH, tu sais, je veux dire, c'est pas un test de dépistage quand on a un nouveau partenaire, ça, qu'il faut se faire dépister.
Puis, ça ne veut pas dire que si on teste positif, qu'on l'a attrapé dernièrement. Donc, Mais pour ça. Ça doit être un avantage aussi on peut donc le dépister peut-être encore plus rapidement, à un stade encore plus précoce qu'avant avec le pap test. Exactement. Donc, en effet, étant donné que la fiabilité est meilleure, bien, ça va nous permettre de dépister plus tôt, de savoir est-ce qu'on fait un suivi plus rapproché, est-ce qu'on envoie les patientes en colposcopie, qui est comme quand on a des résultats anormaux, bien, on voit les patientes pour un examen plus en profondeur. Donc, c'est du très gros positif. Les recommandations par rapport au dépistage primaire du virus du papillome-humain sont sorties en 2023, entre 2022-2023, puis devaient être disponibles partout au Québec d'ici l'été 2025. Hier, je suis allée voir sur la page du gouvernement. Malheureusement, il y a encore des régions qui ne l'ont pas encore en dépistage primaire. Je parle de Montréal, de l'Estrie, de la Mauricie. Il y a plusieurs autres régions, mais on voit que ça augmente progressivement. Okay. Donc, dans la région ici en Montérégie-Ouest, il est disponible depuis le mois de mai. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la hausse des cas dont Valérie parlait au début? On imagine qu'il y a plusieurs facteurs. S'il y a plus de dépistage, bien, peut-être qu'il y a plus de cas décelés, mais vous, les facteurs, c'est une excellente question. Premièrement, je pense que j'ai pas la vérité absolue, mais je pense que c'est multifactoriel. Okay? Les pratiques sexuelles ont changé. On a plus une liberté d'avoir plusieurs partenaires, justement, là, avant de se caser, tout ça, d'avoir, avant, c'était pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, justement, comme on l'a dit au début, un des facteurs de risque, c'est d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Ensuite, justement, on fait plus de dépistage. Donc, on dépiste des cancers, plus de cancers, mais à des stades plus précoces. Donc, tandis qu'avant, c'était vraiment des cas plus avancés. Donc, on va avoir un dépistage plus de cancers, mais souvent, moi, j'en ai vu des patientes, cancer du col, mais qu'ils n'ont jamais, la majorité ne vont jamais avoir de récidive, étant donné que ça va être un cas plus précoce, puis ils vont même pouvoir avoir des grossesses, etc. Je n'ai pas lu ça, mais j'en déduis aussi que le taux d'immigration a beaucoup augmenté. Donc, on sait qu'on est quand même chanceux au Canada d'avoir un dépistage gratuit. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout au niveau international. Donc, il y a certains pays où il n'existe pas de dépistage. Donc, ça m'arrive souvent d'avoir des patientes que 30 ans, 40 ans, là, une de mes questions, c'est quand votre dernier dépistage cancer du col? Et ils n'en ont jamais eu, par rapport à ça. Donc, je pense que le tout de ça fait en sorte que, en effet, le taux de cancer a probablement augmenté. Cependant, je pense qu'avec la vaccination qu'on va pouvoir parler, ça va diminuer dans les années, puisque notre première cohorte de jeunes filles qui a été vaccinée en 4e année du primaire date de 2008. Donc, comme on a dit, ça prend plusieurs années avec un cancer qui se développe. Donc, probablement qu'on va voir là, une bonne différence là, dans quelques années. Quand vous avez un dépistage positif du VPH, oui. Il se passe quoi? Parce que positif ne veut pas nécessairement dire cancer automatiquement. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, là, le virus papillome-humain, comme je l'ai dit, bas grade, haut grade. Oui. OK? Le dépistage primaire par VPH, bien, lui, il va dépister les hauts grades. OK? Puis, il va dépister les deux qui sont les plus graves, qui sont les deux types qui sont les plus responsables de cancer. Donc, on dit les types 16 et 18. Et il va en avoir d'autres à côté. Donc, nous, quand on reçoit un résultat de dépistage du VPH, on va voir 16, est-ce qu'il est positif, oui ou non? 18, est-ce qu'il est positif, oui ou non? Autres de haut grade, est-ce qu'ils sont positifs, oui ou non? Si on a le 16 ou le 18 ou les deux positifs, c'est une consultation directement en colposcopie. Donc, c'est quoi une colposcopie? Ça nous permet de voir le col de plus près, d'examiner le col, parce que ce qui a été... Ça ne veut pas dire qu'on a le virus papillome-humain, qu'on a une lésion. Donc, c'est très important que le monde doive comprendre ça. C'est pas qu'on est porteur du virus papillome-humain qu'on a une lésion. Un exemple que je pourrais donner, une personne que l'herpès, qu'il soit buccal ou génital, l'a à vie, mais n'a pas toujours une lésion. Donc, on n'a pas toujours des feux sauvages. Exactement. Donc, le virus papillome-humain, quand on les voit en colposcopie, c'est de voir est-ce qu'il y a une lésion associée à ça. Donc, quand il est positif pour le 16 ou le 18, c'est directement une visite en colposcopie.
Et aussi, on va avoir ce qu'on appelle une cytologie réflexe. Je ne vais pas trop m'adonner là-dedans, mais est-ce qu'il y a des cellules atypiques qui ont été dépistées là, avec le prélèvement du VPH? Si c'est autre que 16 et 18, bien là, on recommande de faire un dépistage, encore le même test de VPH, 1 an plus tard. OK. Si le résultat revient encore pareil 1 an plus tard, bien, c'est d'en refaire un autre 1 an plus tard. Parce qu'on sait qu'une personne qui a le VPH, qui est positive, dans une grosse majorité des cas, si elle a un bon système immunitaire, dans 18 mois, elle va s'en débarrasser. OK. OK? Il va disparaître. Il va de disparaître, son système. mais OK. ça ne l'empêchera pas de le revoir. OK. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de prévention. Ouais. Prévention. Donc, la prévention, ça, j'aime beaucoup passer un moment avec mes patientes pour ça parce que je pense que ça fait partie de nos... je ne vais pas ça dire tâche, mais de notre rôle en tant que professionnel de la santé, de donner de l'information, les moyens de prévenir, puis d'informer là, les patientes qu'on voit. Donc, prévention, comme j'ai dit, d'avoir un bon système immunitaire, d'éviter de fumer, OK? D'avoir les dépistages. Donc, on va se le dire plus tard, ceux souvent qui ont un diagnostic d'un cancer du col, la majorité des cas, c'est une personne qui n'a pas eu de dépistage depuis plus de 10 ans. Et la vaccination. La vaccination, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais je vais regrouper ça. La vaccination, sachez que le vaccin contre le virus du papillon humain, c'est le seul vaccin à ce jour qui permet de protéger contre un cancer et pas un seul cancer. OK? Donc, ça permet de protéger le Gardasil 9. Donc, 9 il protège contre 9 types de VPH, dont les plus dangereux qui sont le 16 et 18. En fait, là, puis 16 et 18, sachez qu'ils sont responsables de 70 des cas de cancer du col de l'utérus. Donc, tu sais, pour vous dire que c'est... avec le Puis, on va chercher un 20 supplémentaire avec les 7 autres. OK? Donc, le vaccin Gardasil 9 permet de protéger contre 90 des VPH qui causent le cancer du col. Et il n'y a pas de limite d'âge pour recevoir ce vaccin-là. Je vais vous parler également du calendrier vaccinal scolaire. Mais souvent, tu sais, on va avoir des pamphlets parce que ça a beaucoup, beaucoup bougé dans les dernières années. Le monde va se dire, bien, je suis bien trop vieille ou je suis dans une relation stable, mais mieux vaut la prévention, tu sais. Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est l'acteur Michael Douglas qui a eu le cancer de la gorge secondaire au virus du papillon humain. Puis on s'entend qu'il l'a eu à un âge plutôt avancé, je pense fin soixantaine, début 70. Donc, il n'y a pas d'âge limite pour recevoir le vaccin, puis même si on est dans une relation stable et tout ça. La vaccination a commencé en 4e année du primaire en 2008 chez les jeunes filles. Au début, c'était le Gardasil 4. 4 parce qu'il couvrait 4 types de VPH. Ensuite, bien là, on était super préventif pour les jeunes filles et tout ça. Et premièrement, c'est un vaccin gratuit. Là, en 2016, on a intégré le Gardasil 9 et on a rajouté les garçons en 4e année du primaire parce qu'on savait que ça se transmettait par relation sexuelle, puis que là, tu as beau protéger les filles, mais il faut protéger les garçons également, et que le meilleur moyen pour recevoir le vaccin, c'est avant les premières relations sexuelles. OK. Mais il n'est jamais trop tard de recevoir le vaccin, même si on est actif sexuellement, même si on est dépassé 4e année du primaire et tout ça. Donc, un message aux parents, aux éducateurs et tout ça, faites vacciner vos enfants. Et ce n'est pas vrai que de se faire vacciner contre un virus qui est transmis par la relation sexuelle, que ça va les pousser à avoir une relation sexuelle, parce que c'est parfois la raison qu'on me donne pour ne pas faire vacciner leurs enfants. C'est un vaccin qui est gratuit et sécuritaire. Qui est gratuit pour les enfants à l'école. Jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Chez les garçons et les filles, maintenant, ça fait pas longtemps, il est gratuit chez les garçons et les filles jusqu'à l'âge de 20 ans. OK. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence, l'âge minimum, c'est 9 ans, et on a juste besoin d'une dose de vaccin Gardasil 9 pour les 9 à 20 ans et ceux qui ont un bon système immunitaire. OK. Parce que ceux qui ont un système immunitaire diminué, c'est 3 doses. Ensuite de ça, pour 21 là, et plus, bien, c'est 2 doses à 6 mois d'intervalle. Avant, c'était 3 doses, donc ça a beaucoup, beaucoup évolué. On a beaucoup entendu parler dans les médias de la gratuité chez les 21 à 45 ans. Donc, là, pourquoi ça devient gratuit? Bien, on ne parle pas du vaccin Gardasil 9, on parle du vaccin Cervarix. Parce qu'il y a quelques années... Qui est aussi bon, j'imagine? Qui est bon à 70 au lieu de 90 Ah, OK. Donc,
le gouvernement avait décidé de donner 2 doses en 4e année du primaire, une première dose de Gardasil 9 et plus tard, en 3e année du secondaire, une 2e dose de vaccin, mais de Cervarix, pour avoir... parce que ça coûtait moins cher, puis pour pouvoir aller rejoindre le plus de monde possible. Mais là, ils se sont rendus compte qu'étant donné que en bas de 20 ans, ils ont un excellent système immunitaire, bien, ils n'ont pas besoin de 2 doses, ils ont juste besoin d'une dose. Mais les doses de Cervarix étaient déjà commandées. Donc, on ne voulait pas jeter les doses de Cervarix, donc on les a offertes aux hommes et aux femmes de manière gratuite de 21 ans à 45 ans, une première dose pour ceux qui n'ont jamais eu de vaccin. J'ai fait des recherches, puis j'avais vu sur Internet que les 150 000 doses à écouler dans la population étaient toutes prises. Mais là, j'ai su ce matin que, bon, pour la Montérégie-Ouest, il en reste encore. OK. Donc, comment se faire vacciner gratuitement pour les 21 à 45 ans? Bien, vous prenez un rendez-vous sur Clic Santé, dose de vaccin VPH, ça va sortir Cervarix. Et il en reste encore, j'ai eu la confirmation ce matin. Donc, sinon, ceux qui veulent avoir le Gardasil 9, comme j'ai dit, à partir de 21 ans, c'est 2 doses recommandées à 6 mois d'intervalle. Bien, il y a de plus en plus de pharmacies qui ont une infirmière sur place pour pouvoir donner le vaccin. Mais c'est sûr que ça a un coût. Ouais. Il y a certaines assurances qui remboursent. Puis c'est en moyenne, je pense, 200 $ la dose. Mais je dis toujours à mes patientes que... une dose, mieux vaut qu'aucune dose. Donc, admettons, une personne dit, bien là, je n'ai pas 400 $ pour un 6 mois. Là, je dis, bien, commencez au moins avec une première dose. Puis, si vous avez l'argent 1 an ou 2 ans plus tard pour une 2e dose, bien, vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro. Vous pouvez avoir là, votre 2e dose. Est-ce que c'est pour ça, quand on combine la vaccination et le dépistage, des fois, on entend que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui pourrait être carrément évitable. Il pourrait ne plus en avoir de ce type de cancer-là. On le souhaite. Ouais. On le souhaite ardemment. C'était, je crois, en 2018, un des objectifs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'éradiquer ce type de cancer-là. Comme ce qui a déjà été la variole. Mais on voit qu'avec certaines croyances, il y a des personnes qui sont contre la vaccination et tout ça. Donc, est-ce qu'un jour, on va être capable d'éradiquer complètement une maladie? Tu sais, là, c'est quand même gros. Là, on parle d'un cancer et tout ça. Donc, puis on a la chance au Québec d'avoir accès à de la prévention, à du dépistage et tout ça. Donc, tu sais, je veux dire, prenez cette chance-là parce que c'est pas partout ailleurs dans le monde. Donc, tu sais, c'est de voir, tu sais, comment ça va évoluer. Mais j'ai bien hâte de voir dans quelques années quand on va avoir les premières cohortes. En fait, là, si on dit 2008, il y avait 9 ans, donc en 99. Donc, on se dit, à 40 ans, c'est peut-être là aux alentours de 2035 ou 2040. En tout cas, tu sais, qu'on va pouvoir voir s'il va y avoir une diminution de diagnostic. Je pense qu'on va le voir aussi avant. Mais justement, comme de vous rencontrer aujourd'hui, d'informer, de parler de tout ça, c'est une, là... Mais il y a déjà une étude de l'Université Laval qui est sortie cet été qui disait que le programme de vaccination contre le VPH aurait permis d'atteindre ici une certaine immunité collective. Donc, on voit déjà tranquillement les effets là, de ce programme-là. J'avais lu aussi qu'en 2025, on pense que les filles de 17 ans, 90 % des filles de 17 ans vont être vaccinées. Tout ça. Mais là, c'est-tu une dose, ils ont reçu 2 doses et tout ça. Puis, à date, on ne dit pas qu'il faut avoir un rappel de vaccin. Au contraire, on diminue le nombre de doses. Comme pour nous, pour les personnes de 21 ans et plus, c'était 3 doses au début, à 0, 2 et 6 mois d'intervalle. Maintenant, c'est rendu 2 doses. En bas de 20 ans, on disait 2 doses. Maintenant, c'est rendu 1 dose. Donc, on voit que c'est quand même une protection à très long terme là, qui est offerte. Mais ça n'empêche pas qu'il est très, très, très important de continuer le dépistage parce que les personnes pensent que s'ils sont vaccinés, ils n'ont pas besoin de dépistage. Donc, ce n'est pas le cas. J'en viens avec le dépistage. Quand j'avais fini mon adolescence, je veux dire, on avait la notion qu'aussitôt de l'orientation sexuelle, il faut que tu aies un dépistage là, du cancer du col. Non, ça a changé parce qu'étant donné qu'on a tellement un très, très bon système immunitaire que le virus du papillome humain, on s'en débarrasse. Puis au contraire, d'avoir des examens gynécologiques tôt, d'avoir des interventions, ça crée un gros stress chez les jeunes filles. C'est jamais agréable. Non, une personne, tu sais, moi, des patientes, ils disent « Ah, j'aime pas mon examen. » Je dis « Écoutez, la personne un jour qui va me dire « J'aime ça, mon examen gynéco. » On va se poser des questions. Donc, le dépistage a été reculé à 21 ans. Et là, maintenant que le dépistage primaire par VPH a débuté, bien là, c'est maintenant 25 ans, le dépistage. Donc, une jeune fille n'a pas d'indication d'avoir un dépistage du cancer du col
avant 25 ans, sauf si elle a le VIH ou si elle a un système immunitaire diminué. C'est les seules exceptions. C'est sûr qu'il y a une période de transition parce que nous, on voit des jeunes filles qui ont eu un test là, entre 21 et 25 ans. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va avec les anciennes recommandations et tout ça, mais à un moment donné, tu sais, là, on va aller vers juste les 25 ans par la suite. Puis on parle du nouveau test, mais c'est le même principe que le PAP test, là. J'aurais pu vous apporter une petite... Mais oui, en effet, tu sais, je veux dire, pour la patiente, rien ne change. Okay. C'est plus pour le professionnel de la santé qui fait le dépistage, mais c'est pas la même cytobrosse qu'on appelle, là. C'est pas le même typo dans lequel on le met et tout ça. Mais pour la patiente, ça change complètement rien. Au début de l'année, il y a la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui avait utilisé ses tribunes pour sensibiliser la population au VPH. Elle racontait l'histoire de son amie, justement, qui est décédée malheureusement à l'âge de 34 ans. Est-ce que la médiatisation d'une histoire comme celle-là, ça a eu un impact de votre côté? Est-ce que vous sentez qu'on en a plus parlé à ce moment-là? Très peu à mon goût. Malgré que je remercie beaucoup la mairesse Fournier là, d'en avoir parlé, mais il y a beaucoup de tabous liés au virus papillon-humain, liés au dépistage du cancer du col. Il y a des affiches qu'on voit puis qu'on essaye, mais tu sais, ça vient pas chercher tant de monde que ça. Puis, mais c'est jamais perdu d'avoir des témoignages comme ça, d'avoir de la sensibilisation. On essaie, tu sais, vu qu'il y a le calendrier vaccinal dans les écoles, là, on a la semaine de sensibilisation du virus papillon-humain qui arrive début octobre. Donc, ça, on essaie d'en reparler de ça. Mais il n'y aura jamais assez de sensibilisation par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Malheureusement, il y a des cas rares où il existe le cancer du col de l'utérus chez des jeunes filles de 30 ans, de moins de 30 ans aussi, mais c'est rare. OK? Ce n'est pas la majorité parce qu'une personne va dire, mais moi, je veux avoir mon dépistage avant 25 ans. Je connais quelqu'un qui a eu le cancer à 23 ans, mais c'est des cas très, très rares. Les recommandations de dépistage sont vraiment basées sur des études à travers le monde. Puis, malheureusement, il existe des cas rares ou que ce cancer atteint des personnes beaucoup trop jeunes. J'aimerais dire aussi que justement d'avoir des personnes publiques qui parlent de ça, c'est, comment je pourrais dire? Très bénéfique, oui, d'avoir des personnalités connues. J'ai parlé de Michael Douglas, qui l'a mentionné aussi quand lui s'est arrivé. Il y a Marcia Cross aussi, l'actrice de Beauté désespérée, qu'elle a eu un cancer de l'anus lié au virus papillon-humain, qu'elle en a parlé aussi. Il y a Laurent Duvernay-Tardif, qui a été, je pense, mentor pour sensibiliser au virus papillon-humain. Donc, des fois, d'associer le virus papillon-humain à des personnalités connues pour justement en parler. Il ne faut pas être gêné. Puis, n'hésitez pas à demander des questions à votre professionnel de la santé, parce que c'est quelque chose qui change énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux. Ça n'arrête pas d'évoluer et tout ça, mais il faut en parler. Puis, on ne veut pas répéter des histoires comme une femme de 34 ans qui en décède. Donc, il y a des options en ce moment pour éviter ça. Puis c'est pour ça que je le sais, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement, d'avoir accès, que ce soit à un médecin, à un professionnel de la santé pour le dépistage. Sachez que, j'en profite pour le dire, parce que nous, en tant que gynécologues, on est des spécialistes. On ne peut pas voir des patientes juste pour un dépistage. On est des spécialistes qu'on voit des cas plus avancé, plus compliqué. Donc, malgré qu'on aimerait beaucoup avoir plus que 24 heures dans une journée, faire plus de dépistage possible, sachez que les médecins de famille peuvent le faire, les infirmières praticiennes peuvent le faire. Et si une personne n'a pas accès à un médecin de famille ou une infirmière praticienne, ils peuvent appeler le 811. Et en appelant le 811, ils disent, c'est pour un dépistage du cancer du col. Ils vont le diriger à une clinique pour avoir un dépistage. Il y a aussi des cliniques qui existent où ils ont vraiment des infirmières praticiennes qui font des demi-journées par semaine de dépistage aux patientes orphelines. Là, je dis patientes parce que malheureusement, encore à ce jour, il n'existe pas de dépistage chez les hommes, chez les garçons. Donc, c'est pour ça que la prévention est encore plus importante chez eux. Mais il n'y a pas de raison à ce jour, en 2025, de ne pas avoir de dépistage. Donc, dépistez-vous. Je pense qu'il ne peut pas avoir de meilleures conclusions. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale.
Un important incendie a ravagé un immeuble de 16 logements à Châteauguay samedi dernier. L'alerte a été reçue peu avant 14 heures au service des incendies de Châteauguay. Le feu a pris naissance au 4e étage de l'immeuble et s'est vite propagé à l'entretoit. Aussitôt, l'immeuble a été évacué et, heureusement, on ne déplore aucun blessé. La fumée émanant du brasier était visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Les dommages sont très importants sur l'immeuble. Une 60aine de pompiers provenant de 8 services incendies ont participé à l'intervention. Un adolescent de 15 ans a été tué par un agent du service de police de l'agglomération de Longueuil dimanche dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Nourhan Rezaï se trouvait avec un groupe d'amis à l'extérieur lorsque des policiers se sont présentés sur place après avoir reçu un appel rapportant la présence d'un groupe de jeunes armés. Dans différents médias, des témoins ont affirmé que Nourhan Rezaï est parti en courant à la présence des policiers. C'est alors qu'un agent aurait fait feu sur lui et l'aurait atteint de 2 balles. Le Bureau des enquêtes indépendantes travaille à faire la lumière sur cette intervention. Dans une conférence de presse qui s'est tenue mardi matin, le BEI a indiqué avoir saisi des cagoules, un bâton de baseball ainsi que l'arme du policier. Environ 7 vidéos prises par des témoins sont présentement analysées. Le BEI demande aux témoins de se manifester s'ils détiennent de l'information. Devant la grogne de plusieurs villes et citoyens, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a reporté d'1 an l'application du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, soit le 30 septembre 2026. Plusieurs villes, dont Brossard, Sainte-Catherine, Mercier et Salaberry-de-Valleyfield, avaient demandé officiellement au gouvernement de repousser la date d'échéance du 30 septembre 2025 pour se conformer aux nouvelles règles de sécurité entourant les piscines résidentielles. Les villes justifiaient leur demande en raison de la pénurie d'accessoires pour rendre les piscines conformes et les commerces responsables de l'installation qui ne fournissent pas à la demande. La nouvelle ministre des Affaires municipales dit avoir été elle-même interpellée à ce sujet dans les derniers mois. Dans la prochaine année, le ministère proposera des solutions pour faciliter l'application du règlement. La Société de sauvetage, elle, est préoccupée par ce nouveau report. Rappelons qu'au départ, la date du 1er juillet 2023 avait été déterminée et celle-ci avait été repoussée au 30 septembre 2025. L'organisme rappelle que l'objectif de la réglementation, c'est de sauver des vies. La Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries a franchi une étape importante dans son projet de nouvelle caserne à Candiac en attribuant le contrat de construction au groupe Descarrel. Le montant exact du contrat n'a pas encore été révélé puisque la Régie attend la confirmation d'une aide financière gouvernementale pour présenter le montage financier final. Cependant, on rappelle qu'un règlement adopté en janvier a autorisé un emprunt de 23,1 millions de dollars qui seront partagés entre les municipalités membres de la Régie. La répartition exacte reste à déterminer. Ce projet, amorcé par la ville de Candiac en 2017 puis repris par la Régie en 2022, vise à répondre aux besoins croissants en sécurité incendie d'un territoire regroupant plus de 109 000 citoyens quand même. Baptisée Caserne 26, l'infrastructure sera érigée sur la rue Paul-Gauguin, près de la route 132 et de l'autoroute 15, et comprendra plusieurs installations modernes comme un parcours de décontamination complet, des bornes de recharge pour véhicules électriques, un système de géothermie avec apport en gaz naturel renouvelable, ainsi que des espaces de formation et de vie pour les pompiers. La Régie prévoit le début des travaux à l'automne pour une durée d'environ 14 mois. Et en entrevue au Reflet, la Régie a assuré qu'il n'y aura pas de controverse cette fois-ci liée à l'octroi de contrats, comme ça avait été le cas à Saint-Constant en 2024. Des vols militaires nocturnes au-dessus de Boucherville ont surpris et inquiété plusieurs citoyens dans la nuit du 11 au 12 septembre. Réveillés par le bruit d'aéronefs, certains se sont demandé ce qui se passait. L'armée reconnaît ne pas avoir avisé la ville et s'engage à mieux informer la population lors de futurs exercices. Donc, l'exercice militaire s'est tenu du 9 au 12 septembre, principalement sur l'île de Montréal et à Blainville. Durant cet exercice, des aéronefs en provenance de Saint-Hubert ont effectivement survolé la ville de Boucherville en route vers les zones d'entraînement prévues. Au total, 4 appareils ont pris part à l'exercice, dont 3 hélicoptères et un aéronef. Ces appareils sont utilisés pour des missions de transport et de soutien lors d'opérations ou d'entraînement militaires. L'armée a mentionné qu'à l'avenir, elle élargira son territoire de distribution lors d'exercices pour éviter une situation comme à Boucherville. Le manoir Horizon, situé sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay, a officiellement ouvert ses portes la semaine dernière. 9 adultes handicapés pourront s'y installer de manière permanente, tandis que 10 autres pourront y vivre temporairement. Notre collègue Guillaume Gervais a assisté à cet événement qui concrétise ce projet financé grâce à 2,1 millions de dollars en dons privés. On vous invite à voir sa vidéo sur les plateformes de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, on apprend au moment où on enregistre que Normand Ladouceur vient de plaider coupable à l'accusation de meurtre au 2e degré. Tous les détails seront dans le soleil de Châteauguay.
Et c'est aussi le retour en cours jeudi de Stéphanie Borel, accusée d'avoir ébouillanté un jeune garçon à Longueuil, et de David Tota, accusé du féminicide de son ex-conjointe à Candiac.